J'ai rencontré Cathy lors d'un barbecue organisé en milieu de journée par une connaissance commune, presque 5 ans auparavant. C'était l'un de ces rassemblements où collègues, voisins et diverses connaissances arrivaient avec des chaises pliantes et des assiettes de salade de choux fraîches et croquantes. Elle se tenait près d'une table chargée d'amuse-gueule à moitié consommée, sirotant un thé glacé sucré. Je me suis présenté, et elle m'a gratifié d'un sourire radieux et accueillant. J'ai immédiatement remarqué sa façon de parler articulée, une certaine sophistication de femme d'affaires qui la distinguait de mon cercle habituel d'amis. J'appréciais les contrastes. J'étais peu raffiné, jamais particulièrement intéressé par les visites de vignobles ou les événements de réseautage d'entreprise, alors qu'elle semblait s'épanouir dans ces environnements. Néanmoins, nous avons accroché. Nous avons commencé à sortir ensemble plusieurs semaines après ce barbecue. Ce fut une connexion rapide, physique et magnétique. On se déchirait littéralement les vêtements dès qu'on était ensemble. Elle était une étoile montante dans le monde de l'entreprise, tandis que j'étais directeur des ventes techniques et voyageais beaucoup. En l'espace de 18 mois, nous sommes devenus inséparables. À mes yeux, elle représentait tout. Partenaire, confidente la plus proche et source de réconfort. Nous avons emménagé dans le même appartement après notre mariage. Je contribuais à environ la moitié de notre loyer mensuel, sauf lorsque j'étais en mission, et elle couvrait le reste avec son revenu substantiel. Cette synergie semblait efficace au début. Cependant, dès la 3e année de notre mariage, des fissures ont commencé à apparaître, et c'est là que je reconnais ma culpabilité. Je peux être autoritaire, contrôlant et même désagréable si je sens que je perds le contrôle d'une situation. Cathy et moi nous disputions pour des broutilles, sa nouvelle habitude de travailler tard, ses fréquentes sorties professionnelles et ses incessantes conversations téléphoniques. Parfois, je la raillais sur ses retours tardifs. « Tu vas me rapporter un souvenir de ce bar que tu chéris tant ?» Si elle ripostait, je répondais encore plus durement. Je n'étais pas du genre à simplement acquiescer et à laisser quelqu'un profiter de moi. Cependant, il est également vrai que j'entamais de longs voyages d'affaires, parfois de plusieurs semaines, la laissant se sentir isolée. Nous nous sentions tous les deux justifiés dans nos ressentiments respectifs. Février 2018 a marqué mon jour de jugement personnel. C'est alors que les pièces du puzzle, que j'avais délibérément évité d'assembler, se sont enfin réunies pour révéler une image de trahison. Je nourrissais un vague soupçon depuis environ un mois. Elle avait commencé à passer plus de temps au bureau, disparaissant même le week-end. Puis, un soir, j'ai commis l'impensable, j'ai fouillé. Cathy m'avait demandé d'aller chercher des courses dans le coffre de sa voiture. En me penchant à l'intérieur, j'ai remarqué un soutien-gorge rose partiellement dissimulé sous le siège passager. C'était le sien. Certes, la marque et le modèle correspondaient, mais, à mon sens, c'était la façon dont elle l'enlevait habituellement qui me hantait. Elle m'avait confié une fois qu'elle aimait enlever son soutien-gorge sous son chemisier lorsqu'elle se sentait particulièrement stressée. Peut-être étais-je excessivement paranoïaque. Ou peut-être pas. Mon pouls s'est accéléré, mais je suis resté silencieux. Je voulais valider mes soupçons. J'ai commencé à élaborer un plan pour la piéger. J'étais rusé à cet égard, préférant toujours prendre quelqu'un sur le fait plutôt que d'engager une discussion honnête. Au lieu de la confronter, j'ai méticuleusement fait des observations mentales. Le lendemain, elle était de nouveau sortie tard, alors j'ai préparé un repas élaboré, mis la table et allumé des bougies. Je me suis dit que je pourrais peut-être la charmer pour qu'elle passe une agréable soirée. Si elle était infidèle, peut-être révélerait-elle quelque chose par inadvertance. Elle est rentrée à la maison à 8 heures, portant cette jupe d'affaires moulante et exhalant un léger parfum de colonne masculine. « Ce n'est pas le mien », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas rester. Je dois prendre une douche et rejoindre des collègues au bar du coin. » Elle a balayé le dîner et offert des excuses formelles avec un sourire forcé. Au lieu de me disputer, j'ai marché jusqu'à sa voiture pendant qu'elle prenait sa douche et j'ai subrepticement placé mon téléphone portable professionnel sur sa banquette arrière afin de pouvoir le suivre avec mon téléphone personnel. Parfois, ma colère se manifestait de manière particulière et sournoise. J'ai ressenti une certaine excitation en faisant cela. Elle est partie peu après, les cheveux mouillés et les vêtements frais. Je lui ai fait la tête. Elle s'est éclipsée sans un regard en arrière. J'ai utilisé mon téléphone pour surveiller sa position. Comme prévu, elle s'est arrêtée au bar qu'elle fréquentait avec ses associés. Je me suis garé en face et j'ai attendu. Finalement, vers 9 heures, je l'ai vue sortir avec un homme grand et soigné, nettement plus âgé que moi, dégageant cette assurance des salles de réunion.
Je l'ai vu prendre sa main et l'embrasser. Mon estomac s'est noué. Ils sont montés dans une autre berline et se sont rendus dans un hôtel à 10 minutes de là. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je les ai regardés entrer ensemble. C'était fini. La fureur, le sentiment d'une trahison absolue, me submergeait. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. Je ne les ai pas confrontés ce soir-là. J'avais un plan plus sinistre en tête. J'étais résolu à reconstituer toutes les pièces du puzzle. Je ne me contenterai pas de rassembler des preuves, je l'écraserai avec. Alors, je suis parti. J'ai trouvé une taverne en dehors de la ville, j'ai consommé plusieurs verres et j'ai débattu de ma prochaine action avec un étranger, un homme du nom de Ri. Il m'a proposé une petite caravane sur son ranch, un endroit où je pourrais disparaître. On dirait que tu as besoin de limiter la casse, a-t-il dit avec un accent rural décontracté. Parfois, une réinitialisation majeure est la seule solution. Stoïque comme j'étais, j'appréciais ce concept, s'évanouir dans la nature. Le lendemain matin, Cathy s'est réveillée, est sortie de la chambre et m'a jeté un regard suspicieux. « Où as-tu fini hier soir ? Tu t'es simplement volatilisé, a-t-elle dit. J'ai laissé échapper un rire cynique. « Où je vais ne te regarde pas, ai-je craché. Mais tant qu'on y est, couches-tu avec quelqu'un au travail ? Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a rapidement repris ses esprits. Tu es ridicule. J'étais au bar. Tu peux demander à mes collègues. Elle a tenté de minimiser, puis a exigé que je la laisse tranquille, me traitant de fou paranoïaque. Je n'ai pas insisté. La confrontation était mon fort, mais je voulais attendre mon heure et orchestrer une sortie qui briserait ses illusions sur le contrôle du récit. Ce lundi-là, j'ai commencé à faire mes valises discrètement. Pendant la journée, je jouais le rôle de son mari, ou du moins un fantôme hantant l'appartement. En fin d'après-midi, je louais un pick-up et transportais une partie de mes affaires jusqu'à la caravane. Ri et moi l'avons installée dans les contreforts des montagnes, à 1 heure de la ville. Je ne me suis confié à personne au sujet de mon plan. Cathy a remarqué que j'étais plus calme que d'habitude. Elle a ajusté ses tactiques. Soudain, elle se montrait affectueuse, m'offrant du café le matin et me faisant des sourires subtils. Mais je n'allais ni pardonner ni oublier. Puis, j'ai découvert quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Dans le coffre de sa voiture, dissimulé derrière de vieux sacs de course, il y avait un emballage de préservatifs usagés. Même en tant qu'homme habitué à des choses peu ragoûtantes, cela m'a dégoûté. L'emballage était collant et sentait mauvais. C'était si flagrant, comme si elle n'essayait même pas de le dissimuler. Cela a déclenché un rire presque maniaque en moi. Elle était d'une telle négligence. Ou peut-être était-ce un jeu de pouvoir tordu, me laissant ces miettes de trahison. Ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison, je l'ai confrontée. J'ai brandi l'emballage de préservatifs usagés dans un sac en plastique et j'ai dit, « Cathy, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle s'est figée. Pendant un bref instant, j'ai décelé une peur véritable dans ses yeux. Puis, incroyablement, elle a commencé à me dire que ça devait être vieux, d'il y a 6 mois, et qu'elle n'avait aucune idée de comment c'était arrivé dans le coffre. Elle a balbutié quelque chose à propos de copines qui s'étaient amusées sur ma banquette arrière. J'ai trouvé cela absurde. Notre dispute a dégénéré. J'ai insisté, « Qui est ce collègue ? Donne-moi son nom. Montre-moi ton téléphone tout de suite. » Elle a rétorqué en sifflant, « Mêle-toi de tes affaires, Paul. Si tu me faisais confiance, tu ne violerais pas ma vie privée. » J'en ai fini de parler de ça. Mes poings se sont serrés. J'ai dû quitter l'appartement pour éviter de la frapper. Malgré mes penchants cruels, je ne l'avais jamais frappée, et je n'allais pas commencer. Mais le lendemain, Cathy a inversé les rôles. Elle m'a coincé à la maison, les yeux bouffis et les cheveux en bataille, et a lâché, « Paul, je suis enceinte. C'est de toi. Je jure sur ma vie, c'est de toi. » Mon esprit s'est emballé. Logiquement, j'aurais dû exiger un test de paternité immédiatement. Mais une partie primale de moi voulait encore la croire. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait trompé qu'une seule fois, peut-être 2, mais que le bébé était définitivement de moi. C'est le destin, n'est-ce pas ? Tu serais un père tellement formidable, a-t-elle bafouillé. Je l'ai regardé avec un détachement de pierre, mais à l'intérieur, j'étais bouleversé. Ne t'attends pas à ce que je saute de joie, ai-je murmuré. Je veux des preuves. Je ne te fais pas confiance. Elle s'est mise à pleurer, me traitant de monstre insensible.
Je me suis approché d'elle, ma voix basse. C'est toi qui rencontres des gens dans des voitures au hasard, Cathy. Ne lance pas le mot monstre à la légère. Elle s'est détournée en sanglotant. Notre dynamique était devenue toxique, deux personnes désespérées de se détruire mutuellement. Quelques jours plus tard, elle a fait irruption dans ma vie avec son père, Frank, à ses côtés. Bien que je ne sois pas en excellents termes avec lui, je n'avais jamais prévu qu'il se présente à l'improviste. Ils m'ont coincé devant l'appartement. Cathy avait insisté pour que je revienne discuter d'affaires de famille, alors je suis arrivé en m'attendant à d'autres mensonges. Au moment où je suis sorti de mon pick-up, Frank s'est dressé au-dessus de moi, un homme grand et large d'épaules qui ne m'avait jamais aimé. Paul, a-t-il aboyé. J'ai entendu dire que tu as rendu la vie de ma fille infernale. Elle est enceinte, et tu es là à fouiller dans son coffre comme un dégénéré. Montre un peu de respect. Je l'ai fixé du regard. Du respect? Elle t'a dit qu'elle couchait à droite à gauche avec un costard de son bureau? Parce que ça, c'est le respect, hein. Le visage de Cathy se décomposa. Frank se rapprocha. Surveille tes paroles, avertit-il en pointant un doigt épais vers mon visage. Si elle est enceinte, t'as intérêt à te comporter en homme et à assumer tes responsabilités. Si j'entends encore un mot sur une soi-disant aventure, je vais te remettre à ta place. Je ricanais. Me remettre à ma place, Frank? Tu vas me faire la leçon sur la paternité alors que ta fille me trompe au grand jour? Il attrapa le devant de ma chemise. Son haleine sentait le café rassis et les vieilles cigarettes. Je ferai plus que te faire la leçon si tu continues à calomnier ma fille, grogna-t-il. C'était le moment. Je sortis mon téléphone et fis défiler jusqu'à la vidéo que j'avais discrètement prise de Cathy et de ce collègue quittant le bar, bras dessus bras dessous, titubant vers l'hôtel. J'avais utilisé la caméra de mon téléphone depuis l'autre côté de la rue. Granuleuse mais suffisante pour les identifier. J'appuyais sur lecture. La vidéo tremblante montrait Cathy se penchant pour embrasser, les réverbères se reflétant sur leur visage. Je fourrai le téléphone sous le nez de Frank. C'est ta fille, non? Niez-le. Dites-moi qu'elle ne fricote pas avec ce type. Frank arracha le téléphone, les yeux exorbités. Le visage de Cathy s'effondra. Elle tendit la main, hurlant, « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une vieille vidéo. » Une vieille vidéo? C'était le mieux qu'elle puisse trouver. Frank fixait, stupéfait, son emprise sur mon col se resserrant. Puis il explosa. Comment oses-tu me montrer une vidéo comme ça? Ma fille n'est pas une traînée que tu peux humilier. Quel genre d'homme malade et tordu fait des enregistrements secrets? Il se retourna, rempli de rage, et jeta le téléphone sur le trottoir, brisant l'écran. Je répliquai sèchement, « Tu me dois un nouveau téléphone. » Il lança une grande gifle à pleine main sur mon visage si soudainement que je n'eus pas le temps de la bloquer. La gifle résonna contre les murs de la cour de l'immeuble, et je reculai en titubant, tombant à genoux. Du sang s'amassa dans ma bouche là où mes dents avaient mordu ma lèvre. Cathy hurla. Papa s'arrêta. C'est alors que notre voisin Franklin, un policier à la retraite connu pour être prêt à affronter les problèmes, déboula dans le couloir, tenant son magnum calibre .357. Et il rugit. Enlevez vos mains de lui immédiatement. Frank se figea, les épaules secouées, les yeux sauvages. Franklin pointa le revolver dans cette position inébranlable et pragmatique. Neil, les mains derrière la tête. Cathy éclata en sanglots frénétiques, insistant, « Non, non, mon père ne voulait pas faire ça. » Frank grogna. « Pour qui tu te prends, à braquer un outil sur moi? Baisse cette putain d'arme. À genoux maintenant. » Franklin répéta, « Ou je jure que je vous descends. » Frank hésita, mais réalisa que se mesurer à un revolver chargé était une cause perdue. Lentement, à contre-cœur, il s'agenouilla. Pendant ce temps, je me relevai péniblement avec l'aide de Franklin, essuyant le sang de ma lèvre. C'est alors que la police arriva, sirène hurlante, les voisins jetant un coup d'œil depuis les balcons du 2e étage. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant. Des policiers sautèrent, armes au poing. « Lâchez l'arme » crièrent-ils à Franklin. Franklin posa le magnum au sol et leva les paumes. « Je suis un officier à la retraite. Cet homme a agressé la victime, dit-il en me pointant du doigt. » Le chaos s'ensuivit. Le policier principal s'approcha de moi. « Êtes-vous blessé? »
Ça va, dis-je, encore chancelant. Il me gifla au visage. Sorti de nulle part, il détruisit également mon téléphone. Franck essaya de se relever, mais un autre policier cria « Restez à genoux. Les mains où je peux les voir. » Ne me dites pas ce que je dois faire, rétorqua Franck. Je défendais l'honneur de ma fille. Cet homme est une ordure. Un policier plaqua Franck face contre terre, tirant ses bras derrière son dos. C'est une agression, monsieur. Et vous ne vous conformez pas aux instructions d'un agent. Cathy éclata en sanglots hystériques. C'est dingue. On peut en discuter. Papa, s'il te plaît, arrête de résister. Elle se précipita vers l'officier, mais fut bloquée par un deuxième policier qui insista, reculez, madame. En quelques secondes, Franck se retrouva menotté, plaqué violemment contre le trottoir. Il donna des coups de pied dans la jambe de l'officier, jurant, refusant de se calmer. Lâchez-moi, tonna-t-il. Vous n'avez pas le droit, cria Cathy. C'est mon père. Vous ne pouvez pas faire ça. Le policier principal se retourna vers elle. Madame, n'interférez pas, sinon vous serez arrêtée pour obstruction. Cette confrontation fut explosive. Un autre voisin essaya de filmer la scène. Franklin fut écarté pendant qu'il vérifiait son statut de policier à la retraite et réalisèrent qu'il m'avait effectivement défendu après avoir été témoin d'une agression. Pendant ce temps, Franck continua de se débattre jusqu'à ce qu'il menace de l'électrocuter. Finalement, il s'effondra au sol, me maudissant les flics. Paul, cracha-t-il. Tu vas payer pour ça. Tu as ruiné la vie de ma fille. Tu es le méchant dans tout ce putain de scénario. Je touchai ma lèvre gonflée et fronçai les sourcils. Regarde-toi dans un miroir, le vieux. Ta fille a trompé, a menti, et maintenant elle prétend que je suis le père de son bébé. Cathy sanglota. Je te le dis, il est de toi. Je ne mentirai pas sur ça. J'ai juste merdé. Je suis désolé. Tu es seulement désolé parce que tu t'es fait prendre, dis-je, la voix froide. Les policiers ont emmené Franck à la voiture de patrouille en l'ignorant ses protestations et le venin dans son regard. Il refusait de s'asseoir, alors ils l'ont à moitié poussé à l'intérieur. Cathy se tourna vers moi, le visage strié de larmes. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Je suis enceinte. On devrait en parler. Je reculai, les yeux scrutant son visage. On en parlera après un test de paternité, dis-je. Puis, je me tournai vers l'officier. Vous avez assez d'éléments pour inculper Franck d'agression, de destruction de biens, de résistance à l'arrestation, de tout ce qu'il y a dans le code, n'est-ce pas? L'officier acquiesça. Nous allons recueillir les dépositions, puis nous verrons quelle charge s'applique. Cathy tenta une fois de plus. Paul, tu ne peux pas faire ça. Mon père est fâché parce qu'il pensait que tu m'humiliais. Tout s'est passé dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, il m'a frappé, m'a menacé, a détruit mon téléphone, répondis-je. Ma voix était de pierre. J'imagine que lors du prochain coup de sang, il pourrait me tirer dessus. Non, merci, ricana Franck de l'intérieur de la voiture de patrouille. Tu veux porter plainte, espèce de lâche? Très bien. On se verra au tribunal. La police emmena Franck, Cathy suivant derrière dans sa propre voiture. Après qu'on m'ait dit de me calmer, sous peine d'être arrêté moi aussi, j'ai donné ma version des faits à l'officier, qui a consigné ma lèvre fendue et le téléphone brisé. Franklin a corroboré mon histoire. Au bout de quelques heures, le policier m'a donné une carte avec un numéro de dossier. Nous vous recontacterons. Il est accusé de multiples chefs d'inculpation. Voies de fait simple, destruction de biens, refus d'obéir à un ordre légitime, résistance à l'arrestation. Dans cet état, cela peut entraîner une peine de prison, une probation et des amendes. Un juge peut réduire ou négocier, mais il est dans de sales draps. Franklin me tapa l'épaule. Ça va? C'était dingue. Oui, ça va, répondis-je doucement. Pourtant, au fond de moi, un sentiment de triomphe tordu se manifestait. J'avais le dessus. Les jours passèrent. Je me suis réfugié dans la caravane, au pied des collines. D'autres appels sont arrivés, certains provenant de numéros inconnus, probablement Cathy. Je les laissais sonner. Puis, j'ai reçu des appels officiels, probablement du procureur ou de la police, qui voulaient que je vienne confirmer ma déposition.
J'ai appris d'un ami en ville que Franck avait payé sa caution, mais qu'il avait été frappé d'accusations criminelles officielles. Premièrement, voie de fait simple, un délit de classe dans de nombreux États. Deuxièmement, vandalisme, destruction de biens pour avoir fracassé mon téléphone. Troisièmement, résistance à l'arrestation. Quatrièmement, peut-être entrave à la justice, bien que cela puisse être inclus dans un autre chef d'accusation. Il pourrait être condamné à des amendes et peut-être à un bref séjour en prison. S'il était reconnu coupable, il aurait un casier judiciaire. Connaissant l'arrogance de Franck, il pourrait aggraver encore plus son cas au tribunal. Une semaine plus tard, je suis retourné à l'appartement pour récupérer les quelques affaires qui restaient. J'ai trouvé Cathy qui arpentait le couloir, vêtue d'un vieux survêtement, les yeux rouges. Elle m'attrapa le bras. « Paul, il faut qu'on parle de ce bébé. » Elle tremblait, sa voix était rauque. Je la regardais, sans expression. « Si c'est le mien, je paierai une pension alimentaire. Mais toi et moi, il n'y a pas d'avenir. » Elle fondit en larmes. « Mais j'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Je ne savais pas à quel point j'étais seule jusqu'à ce que je la coupe. Tu aurais pu divorcer si tu étais malheureuse. Au lieu de ça, tu as menti. Tu as laissé ton père m'attaquer. Tu te rends compte que c'est inacceptable ? » Ses yeux se fixèrent sur le sol. Je ne les laissais rien faire. Il était furieux. Et tu n'arrêtais pas de le provoquer. Je sentis une veine vicieuse monter en moi. Et tu penses que c'est normal d'avoir un emballage de préservatifs usagé au fond de ton coffre ? Ou de rentrer à la maison en sentant l'eau de Cologne d'un autre homme ? Elle essuya ses yeux avec sa manche. On n'a jamais utilisé de préservatif. Donc c'était de quelqu'un d'autre. Ce n'était même pas moi et lui. C'était Dieu. Je ne peux plus trouver d'excuses. C'est tellement dégueulasse. Du mélodrame. J'en avais assez. Écoute, dis-je, en attrapant un ensemble d'appareils électroniques sur le comptoir de la cuisine. Tu pourras parler à mon avocat une fois que j'en aurai un. Parce que si tu es enceinte et que tu veux que je fasse partie de la vie de cet enfant, nous ferons tout légalement. Et si ce n'est pas le mien, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Compris ? Elle semblait frappée. Paul, est-ce qu'on ne peut pas arranger ça ? Avant, tu m'aimais. Tu peux m'aimer à nouveau. Un petit rire s'échappa de ma gorge. Je peux aussi partir. Définitivement. Elle me fixa, les yeux gonflés, la rage et le désespoir se manifestant tous les deux. Je lui fis un petit signe de la main et partis. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il disait, « Paul, c'est Cathy. La date du procès de mon père est fixée. Bien sûr, il pourrait plaider coupable, mais si tu continues à porter plainte, il est foutu. » Je tapais une seule ligne en réponse. Il m'a attaqué sans provocation. C'est un crime. Elle répondit immédiatement. Est-ce que tu envisagerais d'abandonner pour le bien du bébé ? Si tu veux qu'on en parle. J'éteignis mon téléphone. Non, merci. Je suis passé en mode super vilain, ignorant ses supplications, ignorant la situation difficile du père. Certains diraient que j'étais obsédé par la vengeance ou trop insensible pour ma propre âme. Mais je pensais qu'il ne méritait aucune pitié. Cathy avait tenté de me ramener à elle avec des excuses à moitié formulées et une histoire de bébé plus que douteuse. Franck, lui, avait eu recours à la violence physique. Ils avaient tous les deux sous-estimé à quel point je pouvais être froid. Les semaines se sont transformées en mois. Je suis resté en contact avec le procureur du comté, confirmant que je souhaitais aller de l'avant. Personne ne m'a menacé pour que je retire ma plainte. C'était ma juste rétribution. Un ami en ville m'avait dit que si Franck était reconnu coupable, il pourrait écoper d'1 an de prison ou d'une forte amende, voire les deux. Avec des avocats compétents, cela pourrait se réduire à une mise à l'épreuve. Malgré tout, l'humiliation à elle seule lui ferait regretter de s'être frottée à moi. Quant à Cathy, elle a tenté de me contacter par email une fois. J'ai bloqué son numéro de téléphone. Elle a écrit, « Je suis sincèrement désolé pour tout. Je comprendrai que tu me détestes, mais s'il te plaît, pour le bien du bébé, laisse-moi te parler. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je quitterai mon travail. Je quitterai mon père si ça peut t'aider. Je sais que tu penses que je suis une menteuse. Mais ce bébé est de toi. » J'ai répondu, test de paternité après la naissance.
Cathy, ce sera la seule conversation que nous aurons. Je vis ma vie. Laisse-moi tranquille. Elle a répondu, Paul, j'ai fait un choix stupide, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais mal. J'étais perdu. Mon père n'a agi que par amour pour moi. S'il te plaît, ne le détruis pas. S'il te plaît, ne me rejette pas. Je n'ai pas répondu. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu un email du comté. Frank avait plaidé coupable d'un délit mineur et de résistance à l'arrestation. Il avait été condamné à une amende de $5 000, plus les frais de justice. Il avait été placé en probation pour 1 an, contraint de suivre des séances de gestion de la colère, et était tenu de me verser une indemnisation pour mon téléphone détruit. On m'a informé que s'il violait sa probation, il pourrait être incarcéré. C'était un peu décevant, mais j'ai tout de même ressenti la satisfaction de le voir sanctionné pour cette gifle mesquine. De plus, le bruit courait qu'il avait perdu le respect au sein de son cercle social, un père à l'ancienne qui avait tenté de défendre l'honneur de sa fille en se battant avec son mari, pour finir menotté. Les gens commençaient à jaser. Ils détestaient ça. À l'approche de la date prévue de l'accouchement de Cathy, j'ai refusé de me présenter à l'hôpital sans un test de paternité légalement requis. Elle a laissé des messages. Je suis en travail. Je suis sur le point d'accoucher de notre bébé. Paul, où es-tu? Je l'avais toujours bloqué, donc les messages arrivaient par email. Je suis resté résolu. Mon cœur était devenu froid comme pierre. Un test de paternité a été organisé. J'ai discrètement fourni mon échantillon. Quelques jours plus tard, les résultats du laboratoire ont confirmé que l'enfant n'était pas le mien. C'était une vaine promesse de paternité ou un pari désespéré de sa part. Elle m'a envoyé un dernier email, je suis tellement désolé. Je croyais sincèrement qu'il pouvait être de toi, ou du moins je voulais le croire. Maintenant, je dois élever ce bébé seul. S'il te plaît, pouvons-nous au moins parler? Je n'ai jamais répondu. Le temps a passé. J'ai trouvé une sorte de tranquillité tordue dans les contreforts, vivant dans l'ancienne caravane de riz sous les pins, descendant occasionnellement au bar du coin pour boire une bière. Certains diraient que j'étais devenu un reclus, peut-être même un monstre à part entière. Ma façon d'aborder les conflits, c'était la politique de la terre brûlée. Si tu me trahis ne serait-ce qu'une fois, je te détruirai. C'est cet homme-là dont Cathy était tombée amoureuse. Ironiquement, parce que j'étais fort et inflexible, elle n'avait tout simplement jamais anticipé que cette force se retournerait contre elle au moment où elle me trahirait. 1 an plus tard, alors que j'achetais du café dans une petite ville de montagne, j'ai vu Cathy sur le trottoir devant. Elle paraissait plus mince, plus vieille, avec des cernes sous les yeux. J'ai tenté de m'éclipser, mais elle m'a aperçu et a crié « Paul ». Elle a traversé la rue en hâte. C'était presque surréaliste. Une partie de moi avait envie de la saluer avec un sourire, de voir s'il restait de la chaleur. Mais une plus grande partie me rappelait l'emballage de préservatifs usagés, la vidéo d'elle avec son collègue, le père qui m'avait giflé la nuit où tout s'était effondré. Nous avons fini par converser. Sa voix tremblait de regret. J'ai tout perdu. Mon père, toujours furieux, maintient que nous aurions dû te combattre au tribunal. J'ai démissionné de mon travail suite au scandale. Et le père de mon bébé, eh bien, il ne veut rien avoir à faire avec nous non plus, ai-je répondu, ma voix dénuée d'émotion. Les actes ont des conséquences. C'est aussi simple que ça. Elle a tenté de saisir mon bras, mais je me suis écarté. Paul, a-t-elle murmuré. Les gens font des erreurs. Pardonne-moi, même si tu ne veux pas de moi en retour. Ne pouvons-nous pas au moins converser comme des êtres humains? Les êtres humains ne laissent pas traîner des emballages de préservatifs usagés, ai-je grogné. Les êtres humains ne permettent pas à leur père d'agresser quelqu'un qui n'a rien fait d'autre que demander de l'honnêteté. J'ai vu que ton enfant n'était jamais le mien. Mon implication ici s'est terminée il y a longtemps. Elle a hoché la tête, les larmes lui montant aux yeux. Je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. Je souhaite simplement que nous aurions pu nous séparer différemment. Je la fixais, remarquant la façon dont le vent fouettait ses cheveux, comment ses yeux possédaient encore cette lueur qui m'avait autrefois attiré. Cependant, je ne ressentais plus aucun désir. J'étais vide. Il n'y a plus rien à dire, lui dis-je, reculant hors de sa portée. Tu devrais partir, tenta-t-elle une dernière fois. Paul, je t'aime encore. Je soufflai un rire amer. Alors considère ça comme ta malédiction,
parce que je ne ressens plus rien pour toi maintenant. » Je vis son visage se décomposer, comme si je lui avais planté un couteau dans le cœur, mais mon expression ne vacilla jamais. Je me suis retourné et suis parti, sans jamais regarder en arrière. 2 semaines plus tard, j'ai appris par le même ami en ville que Cathy avait déménagé avec le bébé. Aucun détail officiel au-delà de ça. Elle a démissionné de son ancien cabinet, vendu une partie de ses biens et est partie à la recherche d'un nouveau départ. Son père tempêtait parfois lors des réunions familiales élargies, clamant « Ce Paul a détruit ma vie, a brisé ma fille en 1000 morceaux. » Cependant, tout le monde semblait être passé à autre chose. Quant à moi, oui, je suis le méchant. Je suis sorti du mariage discrètement au début, pour ensuite faire appel à toute la force de la loi. Quand j'étais provoqué, je refusais de pardonner toute faute morale, je refusais la clémence émotionnelle et laissais le père et la fille faire face au désastre. Certains pourraient prétendre que j'ai surréagi, que j'aurais dû régler ça à huis clos. Mais pour moi, c'en était fini d'être le paillasson de qui que ce soit. L'air de la montagne est vif. Je maintiens ma routine quotidienne, faisant mon jogging sur des sentiers abrités par les pins, effectuant un travail de vente à distance, vivant frugalement dans la caravane. Le soir, il m'arrive de partager une bière avec Ri, et parfois de rencontrer de nouvelles personnes au bar. J'ai une relation occasionnelle avec une femme qui admire mon indépendance. Bien que je reste sur mes gardes, ma vie est plus simple, débarrassée des illusions de confiance. Je n'ai plus eu de nouvelles de Cathy depuis. Peut-être que dans un avenir lointain, si elle tente un jour de renouer, je réagirai avec moins d'amertume. Mais pour l'instant, je ne prévois pas que ce jour arrive. Elle, son père, tout ce fiasco, tout cela fait partie d'un passé que je ne reconnais plus comme le mien. Quand vous découvrez une moisissure qui a poussé sous le plancher de votre vie, parfois vous démolissez tout et recommencez à zéro. Dans mon cas, j'ai tout démoli, tout brûlé et dispersé les cendres dans la brise de la montagne. Conséquence juridique, dès l'arrivée de la police sur les lieux, ils ont immédiatement recueilli les témoignages. Frank a refusé d'obéir aux ordres légitimes, a injurié verbalement les agents et s'est physiquement opposé à son arrestation en vertu de la loi américaine. Plus précisément, dans de nombreux États, Frank a été confronté à de multiples accusations. 1. Voie de fait simple pour avoir giflé Paul et lui avoir fendu la lèvre. Cela peut être puni d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison et ou d'amende pouvant atteindre quelques milliers de dollars, selon la juridiction. 2. Dommages matériels vandalisme pour avoir détruit le téléphone de Paul. Le dédommagement couvre généralement le coût du remplacement. 3. Résistance à l'arrestation, le refus de Frank de s'agenouiller et de se conformer aux ordres des policiers. Cela seul entraîne des amendes supplémentaires et une peine de prison potentielle. 4. Trouble à l'ordre public ou atteinte à la tranquillité publique pourrait être ajouté en raison de ses cris et de son comportement menaçant. Décision finale, Frank a finalement plaidé coupable à une accusation moins grave et de résistance à l'arrestation. Il a payé une amende de 5000 $, a effectué une période de probation, a suivi des cours de gestion de la colère et a indemnisé Paul pour le téléphone. Sam.